Bonjour à tous, bienvenue. Comment faire de la protection sociale un atout pour la RSE? Quelles sont les pistes à explorer, les bonnes pratiques à dupliquer? On va en parler avec nos invités, car les ressources humaines durables sont aujourd'hui tout aussi cruciales que les initiatives environnementales pour atteindre les objectifs de responsabilité sociétale des entreprises. Elles sont aussi, nous le verrons, un puissant levier d'attractivité, d'engagement et de compétitivité pour l'entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. Avec nous sur ce plateau, Sandrine Fouillet, ancienne directrice RSE France de Capgemini et membre du C3D, le Collège des directeurs du développement durable, Marine Cara, directrice innovation et développement durable chez Action Logement, Rosanna Itzada, directrice de Flex, le partenaire QVT des entreprises, et Mathieu Stankoviak, directeur du réseau commercial et des relations extérieures à la Mutuelle Générale. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Sandrine Fouillet, vous qui êtes une experte de la RSE, plantons le décor avec vous. La RSE, en quelques dates, quelques jalons? Oui, alors l'objectif de la RSE, c'est bien de réunir enjeux économiques et impact positif. Alors on a effectivement la norme ISO 26000 qui a été publiée en 2010 et qui a fixé un certain nombre de questions centrales, 7 exactement, dont la responsabilité environnementale, les droits humains, mais aussi évidemment les relations et conditions de travail. En France, nous avons la chance aussi d'avoir un cadre réglementaire qui a été renforcé pour permettre aux entreprises, dans le cadre de la loi Pacte en mai 2019, d'intégrer à leur objet social à la fois une raison d'être, mais également la RSE au sein de leur statut. Et puis, c'est ainsi que la protection sociale, évidemment, s'inscrit complètement dans les politiques RSE des entreprises. Il s'agit de voir comment le collaborateur salarié peut être effectivement assuré sur sa santé, sa sécurité, sa qualité de vie au travail également. Donc, tous ces sujets qui alimentent les politiques RSE de nos entreprises. Et donc, c'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que la conscience prévaut finalement sur la contrainte. Mais vous parlez d'une ESG à deux vitesses, c'est-à-dire ? Oui, alors l'ESG pour environnement, social et gouvernance, hein, c'est bien de le rappeler, à deux vitesses. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entreprises qui vont, avancer parce que effectivement elles y sont contraintes. Donc c'est la régulation qui va mettre en place un certain nombre de pratiques, enfin faire mettre en place un certain nombre de pratiques au sein des entreprises. Mais il y a des entreprises qui souhaitent aller au-delà et prendre le sujet plus à bras le corps, et c'est tant mieux. Et donc d'avancer effectivement pas sous la pression, mais parce qu'elles ont conscience que la société civile finalement dans son ensemble émet une pression, que ce soit ses collaborateurs, mais également l'ensemble de ses parties prenantes, donc les actionnaires, les fournisseurs, les clients également. Donc c'est l'intérêt effectivement pour ces entreprises de vouloir avancer sur le sujet en fonction de leurs engagements et des actions qu'elles peuvent mettre en œuvre à la fois sur la société et l'écologie. Et il va y avoir des changements en 2024. Oui, il va y avoir des changements. Alors, la CSRD, qui est la directive européenne, là, qui effectivement va être mise en place à partir du 1er janvier 2024 pour collecter des données, d'indicateurs, à publier sur une plateforme qui va permettre effectivement, dès 2025 pour les plus grandes entreprises, et puis après ça va aller par ricochet sur un certain nombre d'autres entreprises, de pouvoir publier de façon officielle, transparente, leurs données sociales, environnementales, et force est de constater que dans cette plateforme, on pourra très facilement comparer les entreprises entre elles, finalement. Donc, ce qui sera un plus, mais ce qui est un enjeu d'autant plus important pour les entreprises, d'être effectivement, d'aller de l'avant par rapport effectivement à l'ensemble de ces contraintes. Et par effet domino, finalement, l'ensemble des entreprises sont concernées, car si vous n'êtes pas assujetti à la RSE aujourd'hui, pour cause de taille d'entreprise, de chiffre d'affaires par exemple, parce que vos clients, vos fournisseurs vont vous le demander, très concrètement, vous allez devoir leur fournir les éléments pour qu'ils remplissent eux-mêmes les indicateurs qu'ils devront publier et donc, de facto, devoir effectivement alimenter ces éléments-là pour vos entreprises clientes et l'ensemble de vos parties prenantes. Une RSE qui tient compte de l'évolution de la société, des modes de vie et des attentes des collaborateurs, Rosa. Oui, tout à fait. On voit très bien que la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle est vraiment très, très limitée.
on ne peut plus considérer le salarié avec une seule casquette. Il est collaborateur, mais il peut être aussi parent, il peut être aidant. Et l'entreprise, elle doit vraiment envisager le collaborateur sous toutes ses dimensions. Et on a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire, on a beaucoup de changements qui se sont mis en place. On n'a plus la même relation au travail, on n'a plus non plus les mêmes exigences en tant que salarié. On a envie d'une entreprise qui s'engage d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental aussi. Et donc, tout l'enjeu pour les entreprises, ça va être d'accompagner les salariés avec les bonnes solutions et surtout au bon moment. Marine Cara, chez Action Logement, le social est vraiment au cœur de votre action et de vos préoccupations depuis 70 ans. La RSE, c'est vraiment un sujet au cœur de notre ADN. Le groupe Action Logement, c'est un groupe paritaire qui a été créé pour loger les salariés des entreprises, il y a 70 ans, au plus près de leur logement, les logements de leur travail. Donc on a vraiment, nous, cette mission, qui est la même depuis 70 ans, mais en même temps qui est challengée par les demandes de nos salariés et des entreprises. Et donc ce sont des nouvelles exigences, et il faut faire face à ces nouvelles exigences, apporter les meilleures réponses. C'est pour ça qu'on a aussi souhaité travailler sur l'engagement de nos collaborateurs, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient les plus à même d'accompagner les salariés de toutes les entreprises qui versent le 1% logement. Ouais, des collaborateurs qui ont d'ailleurs participé activement à l'élaboration de votre stratégie RSE. Racontez-nous. Tout à fait. Notre directrice générale, Nadia Bouillet, a souhaité partir en fait de toute cette richesse du terrain, de tout ce qui se met en place, des bonnes pratiques dans toutes les filiales de tous nos collaborateurs. Elle leur a donné la parole. On les a écoutés pendant 1 an sur tous les territoires, dans toutes les régions, tous les métiers. On est un groupe aux 100 métiers et on a vraiment recueilli cette parole pour définir ensemble les 5 ambitions stratégiques RSE et qui nous ont permis de définir des engagements très concrets qu'on déploie actuellement. Mathieu Stankoviak, dans quel domaine les entreprises peuvent-elles agir pour des ressources humaines durables et engagées ? Alors on l'a entendu juste à l'instant, il y a de très très nombreux domaines dans lesquels les entreprises peuvent investir. J'aimerais vous citer la protection sociale. La protection sociale, c'est au premier sens du terme, c'est protéger le capital, le capital santé de ses salariés. Alors ça peut être par la prévention, ça peut être aussi par la mutuelle, ou autrement dit complémentaire santé. Ça peut être aussi le fait de soutenir ses collaborateurs ou même la famille en cas d'aléa de la vie, type un décès ou type un arrêt de travail. Ou alors de l'invalidité. Ça se fait avec donc, le versement de capitaux d'essai ou de rente. C'est aussi de protéger et de soutenir les collaborateurs qui sont dans une situation d'aidance ou de perte d'autonomie. Ça permet aussi de contribuer à faire en sorte que dans l'entreprise, il y ait bel et bien une amélioration de la qualité de vie au travail dans l'entreprise même et aussi de travailler au respect de l'équilibre vie pro, vie perso. Marine Cara, qu'avez-vous mis en place chez Action Logement ? Quelles actions, quels services est-ce que vous proposez ? Alors, nous, pour Action Logement, on considère que les collaborateurs sont vraiment notre force vive et sont les clés de la réussite de notre mission. Donc, on a souhaité à la fois renforcer leur engagement par une reconnaissance de leur métier, de leurs pratiques. On a mis en place des pratiques, des trophées bonnes pratiques ressources humaines qui permettent de valoriser toute cette compétence et également les mettre dans les meilleures conditions. Donc, cette reconnaissance de leurs besoins, être à l'écoute de leurs demandes et donc toute la politique de QVT et de QVCT et notamment une bonne protection sociale avec des services supplémentaires qui permettent de mieux accompagner les salariés pour qu'ils soient le plus performants possible dans leur mission. Comment avez-vous travaillé avec Action Logement Alors de manière très simple et très efficace, puisque le groupe Action Logement avait déjà une stratégie, avait déjà identifié les axes sur lesquels elle souhaitait qu'on intervienne. Donc on a mis les bonnes solutions au bon moment. Mais on a aussi des entreprises qui sont un peu moins matures sur le sujet et pour lesquelles on va aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement. Et là, on va faire tout un diagnostic des besoins, des enjeux de l'entreprise et proposer les solutions pour ensuite les déployer. Mathieu, vous avez d'autres exemples à nous donner sur les actions qui peuvent faire la différence en matière de protection santé et de prévoyance d'abord ? Oui, par exemple sur la santé, l'augmentation de la prise en charge minimale de l'employeur en fait. C'est un bon exemple. Alors elle est de combien en moyenne et on peut aller jusqu'où ? Oui, alors légalement depuis l'accord national interprofessionnel de 2016, elle s'est fixée à minima 50% de prise en charge par l'employeur pour le salarié en question. Mais justement on peut aller beaucoup plus loin, notamment en augmentant ce taux ou en travaillant l'assiette, c'est-à-dire aussi
à couvrir aussi les ayants droit, les conjoints aussi, qui ne sont pas prévus dans les régimes de base. Un autre exemple à nous donner ? Typiquement, la mise en place d'options complémentaires. Typiquement, je vous le disais, les conjoints, les enfants ne sont pas forcément prévus dans le régime de base. Ça peut être des options pour couvrir la famille. Ça peut être aussi des lignes de garantie qui ne sont pas prévues dans l'accord d'entreprise et qui permettent d'être plus en adéquation avec mes besoins sur l'orthodontie, par exemple, ou alors tout ce qui est médecine douce. Rosa, sur la partie service ? Oui, chez Flex, on est sollicité très régulièrement sur des services qui vont être dans l'accompagnement. Donc, on est vraiment passé d'une approche du cure au care. Donc, en fait, comment je prends soin de mes salariés. Et typiquement, on va mettre en place des programmes autour des troubles musculo-squelettiques. On va beaucoup travailler sur tout ce qui est aussi risques psychosociaux. Et de plus en plus, on voit des demandes des entreprises aussi sur les bilans de santé. Avant, ça s'adressait essentiellement à des membres du COMEX. Et aujourd'hui, on voit que ça s'étend beaucoup aux collaborateurs parce qu'on a envie de prévenir le risque, de prendre soin des collaborateurs. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de symétrie des attentions. Ouais, Marine Carra, je reviens à Action Logement. Là, je crois que vous avez mis en place un réveil musculaire sur certains sites et aussi mis en place le second avis médical. Oui, ce sont des sujets qui ont été mis en place par les ressources humaines, en effet, parce que c'est une dimension globale. Et nos collaborateurs sont très engagés. On souhaite vraiment valoriser cet engagement-là, être à l'écoute de leurs besoins. Le sujet du confinement nous a tous privés un peu d'exercice physique. Donc l'idée du réveil musculaire qui a été testé sur certains sites, c'était plutôt une bonne idée pour favoriser la lutte contre la sédentarité. Et puis en effet, le second avis médical, c'est donner les meilleures conditions à ces collaborateurs d'être bien soignés, d'avoir un deuxième avis quand ils ont une question. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ce sujet de l'engagement, il est majeur chez nous. On a travaillé dans toutes ces dimensions et bien entendu, la protection sociale, ça en fait partie, mais c'est pas la seule dimension. Sandrine Fouillat, on vient de voir là beaucoup d'exemples. Il y a d'autres champs d'action à explorer en matière de RSE ? Il y en a beaucoup et on n'aura pas fini. On va pas finir l'émission avec. Non, ce qui est important effectivement de rappeler, c'est sur les champs de la RSE, le volet social, parce qu'on parle finalement beaucoup du volet environnemental. Et sur le volet social, il y a tout ce qui concerne la diversité et l'inclusion. Alors évidemment, il y a des exemples concrets, récents, qui viennent renforcer ce cadre aussi. Et fort heureusement, avec la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans, qui a été renforcée récemment par la loi Rixain, sur la diversité dans les COMEX, et les CODIR, après les conseils d'administration, et sur l'inclusion, tout ce qui est fait au titre des personnes LGBT+, de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, on peut en citer beaucoup, mais c'est important de le rappeler, c'est que le champ de la RSE est vaste. Et pour autant, si ce champ est vaste, on peut vraiment dire malheureusement que le social, c'est un peu le parent pauvre de la RSE, parce qu'on entend énormément parler d'écologie. C'est vrai que je pense que la prise de conscience du grand public s'est faite au travers, je dirais, tout simplement de regarder autour de soi, de la météo qui change, de tout ce qui nous impacte au quotidien. Et pourquoi c'est le parent pauvre aussi, le volet social ? C'est parce que autant finalement les émissions de CO2, on peut scientifiquement et quantitativement les mesurer. Donc même si c'est des données scientifiques, parfois on parle du rapport du GIEC qui est partagé aussi, c'est pas toujours forcément très simple de s'y retrouver, mais n'empêche qu'on en parle quand même beaucoup plus. Et le social, on a l'impression aussi, parce qu'on est en France, que les droits humains, je citais ça dans l'introduction, tout est carré. Non, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur les discriminations, sur l'ensemble de ces éléments-là. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a du chemin à faire sur le social. Oui, alors vous disiez le social parent pauvre, alors que le E et le S de ESG sont étroitement liés, hein. Oui, alors, merci, c'est important de le rappeler. ESG pour environnement, social, gouvernance. Le triptyque, en fait, de la RSE, exprimé autrement. C'est le parent pauvre, effectivement, parce que si aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une performance sociale, on sera aussi privé de performance écologique. On ne peut pas demander à des personnes qui habitent loin de leur lieu de travail, qui n'ont pas accès à des mêmes mutuelles, en fait, pour se soigner, de faire aussi attention à l'environnement. Donc, tout simplement,
j'ai envie de dire c'est presque du bon sens, mais n'empêche que c'est quand même, comme on dit, ce qui va sans le dire va mieux en le disant, et je préfère le rappeler. Effectivement, il vaut mieux le rappeler. Donc voilà, tout ça, c'est la raison pour laquelle effectivement c'est important de montrer que ça contribue à l'équilibre de vie, à la santé, à la sécurité des collaborateurs. Et pour citer un exemple aussi qui est celui par exemple de la parentalité. Pourquoi ? Parce que mettre en place un certain nombre d'aides effectivement et de soutien aux salariés parents, c'est faciliter l'équilibre des temps, donc vie pro, vie perso. Mais ce qu'on va mettre en place pour les parents vont probablement bénéficier par extension à l'ensemble des collaborateurs et puis peut-être après aussi à l'ensemble de la société. Donc tout progrès dans ce sens effectivement est important. Et après il y a beaucoup d'autres exemples, mais je pense que la parentalité en est un important. Alors vous évoquiez tout à l'heure la diversité et l'inclusion. Ce sont deux préoccupations majeures chez Action Logement à Marine Cara. Alors oui, on a ces préoccupations majeures et puis moi je ne vais pas vous donner un exemple, mais je peux vous donner 100 exemples différents par an. Pourquoi ? Parce que le groupe Action Logement s'est engagé chaque année dans sa stratégie RSE à soutenir plus de 100 projets nouveaux par an sur la cohésion sociale, sur la mixité, pour vraiment dans tout l'Hexagone et les territoires ultramarins être au plus près des besoins des habitants, des besoins de nos locataires, des besoins des salariés. Alors c'est énorme, 100, je crois que la durée de l'émission ne suffirait pas, mais peut-être que vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples concrets ? Alors 2 ou 3 exemples, on s'est rendu compte que dans nos résidences, on a des jeunes, des enfants, nos locataires qui ne trouvent pas forcément de stage. On a mis en place un système pour les aider à trouver des stages, y compris au sein de nos agences de gestion locative. Donc c'est un projet qu'on a porté en partenariat. On a développé aussi des projets au cœur des quartiers, avec nos quartiers ont du talent et d'autres associations, pour parrainer des jeunes plein de talent, plein de potentiel, et les aider à trouver les meilleurs postes dignes de leur potentiel. Et puis il y a l'aide aux aidants, on l'évoquait. L'aide aux aidants, on considère en fait que on est de plus en plus cette génération un peu sandwich qui doit à la fois aider nos enfants et puis accompagner nos aidants. Et donc comment un groupe comme Action Logement peut être en soutien de nos collègues, de nos collaborateurs pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes tout en maintenant leurs obligations familiales et en étant présents pour leur famille. L'aide aux aidants, un sujet de société. Rosa, les entreprises doivent s'en emparer. Tout à fait. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, on voit qu'on a aussi ce frein des entreprises qui ne passent pas forcément à l'action pour accompagner les salariés. Sauf que, comme le disait Marine, c'est une réalité aujourd'hui. 1 salarié sur 6 est aidant. Donc, on sait que de plus en plus, les entreprises vont devoir apporter des solutions concrètes parce qu'un salarié aidant peut démissionner parce qu'il doit aider une personne à distance. Il peut également moins être motivé et du coup être sollicité aussi, donc plus d'absentéisme. Donc on voit que ça impacte l'entreprise et ça impacte la productivité et la performance de l'entreprise. Donc l'entreprise a vraiment tout intérêt à proposer des dispositifs pour l'accompagner, le décharger de toute cette partie qui est chronophage pour pouvoir lui permettre d'avoir les meilleures chances au quotidien et du coup s'inscrire pleinement dans son rôle de collaborateur. Alors on vient de le voir, la palette de services et d'actions est vraiment très large. Est-ce que toutes les entreprises peuvent les proposer ou seulement les plus grandes ? Et comment font-elles leur choix dans ce qu'elles décident de mettre en place ou pas ? Alors la bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises peuvent mettre en place des services. C'est vraiment très simple et c'est aussi ça notre credo, notre vocation, c'est de simplifier la mise en place des services. On n'a pas besoin de proposer 5-6 services à mettre en place. Alors là, c'est l'idéal, bien évidemment, mais déjà, commençons par un service. Voyons comment il est appréhendé par les collaborateurs, si ça répond aux besoins. Et c'est là aussi notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises. On a un rôle d'évangélisateur sur les services, donc on va vraiment leur expliquer comment nous, on peut les accompagner, bien identifier quels sont leurs besoins, leurs stratégies. Certaines entreprises préfèrent travailler sur l'attractivité, d'autres sur l'absentéisme, d'autres sur plutôt la partie recrutement. Et on va sélectionner les meilleures solutions et ensuite voir dans le temps comment tout ça fonctionne. Oui, donc il n'y a pas vraiment un premier service à mettre en place. Il y a pas une tout dépend miracle. Finalement de la société. De sa culture d'entreprise, parce qu'il faut vraiment que ça s'inscrive aussi dans l'ADN, dans la politique de l'entreprise. Donc l'idée, c'est pas juste de coller un service et de se dire, voilà, j'ai fait un service, donc tout va bien, maintenant on peut continuer. Non, c'est vraiment de bien identifier le bon service, de l'accompagner jusqu'au bout, de le faire vivre au quotidien et ensuite d'en mesurer l'efficacité. Des entreprises qui changent la vie des collaborateurs et cela rejaillit, Mathieu,
finalement sur toute l'entreprise. Je le disais en préambule, hein, ça va rejaillir sur ses résultats, sur sa performance, sur son image et sur son attractivité aussi. Tout à fait. En fait, on parle souvent de performance au sens large du terme. Ça permet justement de relever des défis fondamentaux dans l'entreprise, orientés autour de la performance. Premièrement, je pourrais vous dire, ça augmente l'attractivité. Rosa vient d'en parler. Ça augmente l'attractivité de l'entreprise. Ça permet de maintenir ses talents dans l'entreprise, mais parce qu'on est dans un monde concurrentiel aussi sur le monde du travail. Ça permet aussi d'en acquérir. Quand on est dans le monde du travail, l'acquisition de collaborateurs et de talents est quelque chose d'important et ça permet de booster sa marque employeur. Ça, c'est un premier sujet. Ça permet aussi, par rebond, de réduire son absentéisme ou de contribuer à la réduction de son absentéisme, justement en faisant en sorte que ses collaborateurs soient bien dans leur tête, bien dans leur peau, donc bien dans l'entreprise et performants pour l'entreprise. Ça permet, et ce sera le troisième item, ça permet d'enrichir aussi le dialogue social. On en parlait tout à l'heure avec mes collègues. C'est vrai que ça permet justement de rendre des actions concrètes, pratico-pratiques, et ça permet aussi de mettre en avant des packages sociaux, des complémentaires à la rémunération, des périphériques à la rémunération. Ouais, il y a des entreprises qui se sentent bien, enfin des salariés qui se sentent bien dans leur entreprise. On parle aussi à l'extérieur et effectivement ça rejaillit sur l'image de l'entreprise. La RSE, la protection sociale, c'est un levier que vous aviez identifié chez Action Logement depuis longtemps, hein, pour recruter et pour fidéliser vos collaborateurs. Alors ce sont deux leviers qui sont majeurs. La RSE, c'est donner du sens à son action, donner du sens à la mission de l'entreprise. Et pour nous, c'est un sujet majeur parce que nos collaborateurs l'ont toujours mis en place, mais là, ça leur donne cette visibilité de tout l'impact de leur action. C'est majeur pour eux, pour maintenir ce haut niveau de performance. Et vraiment, on les en remercie parce qu'au quotidien, ils répondent présents, ils sont là avec talent, avec conviction. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a à la fois le sens et la reconnaissance de son travail, mais la reconnaissance en tant que salarié d'entreprise dans toutes ses dimensions. Et ça, c'est majeur, ça passe par une bonne accompagnement d'une politique santé, mais ça passe aussi par une bonne qualité de vie au travail. C'est majeur pour qu'ils soient effectivement très bien. Donc ça se prouve comment ? Par la qualité de leur travail. Ils sont vraiment extrêmement créatifs, ils répondent présents à chaque fois, ils sont très engagés dans leur travail, mais également par des taux qu'on peut mesurer sur un faible taux de turnover et effectivement une attractivité importante de l'entreprise. Ouais, d'ailleurs, je crois que le turnover est très très faible, hein, d'ailleurs, je vous le confirme. Chez Action Logement. Finalement, c'est du gagnant-gagnant, Rosa. Exactement, c'est un modèle vertueux, puisque plus, comme vous le disiez, les salariés se sentent aussi soutenus, accompagnés dans les moments difficiles, dans tous les aléas de la vie, et plus ils vont être engagés dans l'entreprise, rester aussi fidèles, et puis parler de l'entreprise en de bons termes. Donc c'est aussi participer au buzz positif de l'entreprise. Sandrine Foyer. Oui, je suis entièrement d'accord. On est salarié, mais on est d'abord citoyen. Donc, d'ailleurs, Mathieu le rappelait très bien, c'est un enjeu de marque employeur, c'est clair, mais pas pour juste faire l'esbrouf, parce que réellement, on a des convictions, qu'on a envie d'attirer des talents, qu'on a envie de les retenir, qu'on a envie d'agir pour la société. Voilà, et tout ça fera effectivement un cercle vertueux. Et je voudrais rebondir sur une étude, en fait, qui est très récente d'ailleurs, hein, qui date de mars 2023, qui a été effectivement réalisée par Odoxa Oracle, et qui met en avant des chiffres, voilà, qui attestent de ces considérations, et qui est qu'aujourd'hui, la RSE, c'est réellement un facteur de choix, et donc j'en suis d'autant plus heureuse, qui rivalise avec la rémunération qu'on va apporter à des salariés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un quart, des interrogés, 24% exactement, mais un quart des interrogés qui précisent au niveau du sondage qu'ils pourraient quitter leur entreprise si elle n'était pas réellement engagée sur la RSE, qu'elle ne mettait pas forcément des choses en œuvre, ou en tout cas qu'elle était peut-être dans du greenwashing, du social washing, et 75% des actifs, répondant évidemment au sondage, qui pourraient fonder leur choix d'une entreprise sur ce critère. Donc ça veut dire que oui, il faut communiquer sur ce qu'on fait au titre de la RSE, mais pas juste communiquer, il faut vraiment avoir des engagements, que le chef d'entreprise soit un peu le meneur, celui qui a des convictions, qui les porte, qui en parle. Oui, ça doit venir d'en haut. Ça doit venir d'en haut. Alors, chez Capgemini, on emploie souvent cette expression de top-down et bottom-up, c'est-à-dire qu'en gros, ça doit venir du haut, et en même temps, ça doit émerger des collaborateurs, ce qui est très bien à Marine. Chez Action Logement. Voilà, pour que ça se renvoie, parce que du coup, c'est quelque chose qui se monte ensemble, et comme je parlais des parties prenantes, c'est bien ça la volonté, c'est qu'on est engagé à la fois par ces parties prenantes, et on leur doit des comptes, on leur doit effectivement nos engagements, et donc c'est aujourd'hui une entreprise, elle ne peut pas
simplement faire comme si ça n'existait pas et ne pas passer à l'action. Ouais, puissant levier donc d'attractivité, d'engagement et de performance, on l'a dit tout à l'heure. Un dernier conseil, une réflexion pour faire de la protection sociale un atout majeur de la RSE, qui veut commencer, Marine Cara? Moi, je pense que surtout sur ces sujets de RSE et d'engagement collaborateur, de protection sociale, l'important, c'est de mesurer. On vient de le voir avec Sandrine, c'est de mesurer, d'évaluer la création de valeur pour l'ensemble, à la fois de ses collaborateurs et de ses parties prenantes. C'est majeur. Rosa Naïtsada. Passez à l'action, n'ayez pas peur, ce n'est pas fait que pour les grandes entreprises. Faites du test and learn, de l'amélioration continue, et c'est comme ça que vous aurez des résultats concrets. Sandrine Fouillet. On a parlé beaucoup, j'ai introduit aussi avec le cadre légal. Oui, il faut être mieux disant que le cadre légal. Aujourd'hui, j'accompagne pas mal de chefs d'entreprise, de TI aussi, qui se posent encore la question. La première question, c'est qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que vous voulez faire surtout? Et donc, je pense que c'est d'être mieux disant que le cadre législatif, parce qu'au fur et à mesure que les gens s'intéressent au sujet, se documentent, s'informent, ils connaissent le cadre légal. Et si une entreprise se contente de dire qu'elle répond aux obligations réglementaires, je pense qu'on va pas assez loin. Donc. Mathieu Stankoviak. Vous l'avez compris, fort des interventions de Sandrine, Rosa et Marine, le sujet est tellement vaste et tellement stratégique pour l'entreprise. L'attractivité, la performance, l'engagement des collaborateurs, c'est tellement stratégique, mais à la fois tellement vaste aussi. Il y a différents sujets, différentes solutions. Je pense que le nerf de la guerre aussi, pour faire en sorte que ça soit efficace, c'est l'accompagnement. Bien se faire accompagner, bien être en proximité pour bien comprendre les enjeux de l'entreprise, parce qu'une entreprise ne ressemble pas n'est pas dans le même cycle que son voisin direct. Et c'est de bien se faire accompagner pour bien comprendre la situation, pour amener les bonnes solutions in fine. Merci à vous quatre et merci à vous de nous avoir suivis. Pour aller plus loin dans votre réflexion et vos actions, je vous invite à télécharger le guide pratique protection sociale et RSE. Quelles actions concrètes pour combiner responsabilité et performance sur le site de la Mutuelle Générale.